Là, il s'agit donc des tumeurs solides. Dans le cas du cancer du sang, de la leucémie, nous allons prélever du sang dans la moelle qui est l'organe de fabrication du sang. Et ce sang que nous sommes allés prélever va être envoyé chez nos collègues hématologistes qui vont l'observer et nous donner une conclusion selon laquelle il s'agit d'un cancer de sang de tel type. D'accord ? Okay. Il faut dire que dans l'unité, sachant que le diagnostic est un point capital, nous avons fait un projet pour pouvoir avoir des diagnostics fiables parce qu'on avait beaucoup de problèmes de diagnostic. Vous avez vu, le laboratoire était dans un état totalement délabré, le laboratoire d'anatomopathologie, et grâce à l'aide du président de la République, nous avons eu un financement pour réhabiliter ce laboratoire et changer totalement le matériel. Et donc aujourd'hui, nos collègues ANAPAT sont outillés pour poser un certain nombre de diagnostics. Bien sûr, il existe encore une étape importante qui est l'étape de l'immunohistochimie. C'est-à-dire que là, ils font de l'anatomopathologie de base pour nous décrire les différentes cellules pour dire ça fait penser à tel, mais on peut aller plus loin en ayant certains réactifs et avec ces réactifs, on fait ce qu'on appelle des examens immunohistochimiques qui donnent que tel type de cancer, sachant que c'est responsable de tel type d'anticorps. Et quand on retrouve cet anticorps, c'est sûr qu'en plus de ce qu'ils ont déjà décrit préalablement, c'est tel ou tel type de cancer. Et donc, il reste cette étape. Sinon, aujourd'hui, le laboratoire d'ANAPAT a beaucoup changé. Nous devons préciser que ce service d'ANAPAT sert aux enfants. Les enfants ont permis, grâce au président de la République, de réhabiliter, mais c'est un service qui sert pour tous les autres types de cancers. Les cancers chez la femme, chez l'homme, et pour tout autre prélèvement, pathologie, pour lesquelles on a besoin d'un diagnostic à ce niveau. Je suis certaine que les téléspectateurs ont envie d'aller découvrir l'ANAPAT. Alors donc, à la découverte de l'ANAPAT, un service qui joue un grand rôle dans la prise en charge des cancers de l'enfant. Il se situe au début, pendant et à la fin du traitement. Quel rôle joue-t-il exactement? Allons regarder un peu. L'ANAPAT, c'est l'anatomie pathologique. Donc c'est un laboratoire qui permet de faire le diagnostic, essentiellement le diagnostic des cancers, de tous les cancers, autant des adultes et des enfants. Donc il s'agit d'un service central dans la prise en charge des cancers des enfants. Donc nous intervenons avant le traitement et aussi après le traitement. Donc avant le traitement, les médecins nous envoient des petits prélèvements qu'on appelle des biopsies. Et c'est sur ces biopsies nous affirmons oui, il y a un cancer ou bien il n'y a pas de cancer. Et après le traitement également, quand ils opèrent les enfants, ils nous envoient le prélèvement et ceci nous permet de prédire un peu la qualité de traitement et surtout le pronostic de cet enfant, c'est-à-dire les soins que cet enfant va recevoir après la chirurgie. Quand on parle de cancer, en fait, c'est une maladie très longue. Donc, on suit toujours ces enfants pour voir s'il y a une récidive ou bien une poursuite évolutive de ce cancer. Donc, nous intervenons également dans le suivi des enfants pour voir si le cancer est revenu ou bien si le cancer a complètement et totalement disparu. Nous sommes également dans la prévention, c'est-à-dire on peut faire des analyses pour voir des anomalies qui précèdent la survenue de cancer pour pouvoir traiter ces enfants au plus tôt avant que ne survienne le véritable cancer. Venir au plus tôt dans un stade spécialisé dès que l'enfant commence par avoir quelques signes et même si l'enfant n'a pas de signes, d'avoir un pédiatre. On reçoit en moyenne 20 prélèvements par semaine. Mensuel, on peut aller jusqu'à 30. Annuel, on peut recevoir jusqu'à 1000 et plus. Avant, on reçoit jusqu'à 1000 et quelques, voire 1500, 1700. Mais actuellement, on reçoit en moyenne 1500, 1000 annuels. Souvent, on trouve deux types de cancers, tumeur bénigne, s'il n'y a pas de cancer, et tumeur maligne,
s'il y a cancer. D'accord. Si je peux aller un peu loin, il y a différentes sortes de cancers. Actuellement, on n'a pas une organisation qui informe ou bien qui sensibilise la population pour venir faire les examens. Voilà, professeur, nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Benoît et son collaborateur nous ont présenté de façon un peu plus approfondie ce que l'ANAPAD fait. Avez-vous quelque chose à y ajouter? Oui, nous venons de voir donc ce service du professeur Amégbor totalement réhabilité, comparé aux images du service précédemment. Et disons qu'en dehors de l'anatomie pathologie et de l'hématologie qui nous aide à avoir les diagnostics, la radioimagerie joue un rôle capital également dans le diagnostic des cancers. Que ce soit pour les cancers pour lesquels on va quand même aller vers un prélèvement comme les lymphomes, que également pour les cancers, ainsi que pour les cancers également pour lesquels on n'a pas besoin de faire un prélèvement. Dans certains cas, comme le cancer du rein, on va se contenter de l'échographie ou du scanner qui vont confirmer la suspicion d'un cancer du rein dans les mains d'un échographiste expérimenté, notamment beaucoup avec le professeur Adjenou, dans les mains d'un échographiste expérimenté. Et donc, cet échographiste va vous dire, effectivement, j'ai trouvé telle chose dans le rein et ça, c'est fortement suspect de tel type de cancer. En plus de ce que nous avons eu à la clinique pour le cancer de rein, le néphroblastome, on démarre le traitement. Notre protocole est ainsi, on démarre le traitement et après un certain nombre de cures, on va aller enlever le rein. La chirurgie intervient dans ce cancer, on va enlever le rein. Et quand on va enlever ce rein va être transporté en ANAPAD et les anatomies pathologistes vont regarder le rein et nous dire, d'après leur analyse, que c'est vraiment un cancer du rein. Cette démarche est également faite dans le cancer de l'œil. Donc, en dehors de l'hématologie, de l'anatomopathologie, la radiographie, la radioimagerie, on dit, la radiographie et l'échographie surtout et le scanner ou encore l'IRM vont nous aider à avoir un certain nombre de diagnostics. Nous avons en dernier la biologie, le dosage de certains marqueurs. On parle de marqueurs tumoraux. Dans les cancers de l'enfant, on n'a pas beaucoup de marqueurs, mais il y a certains types de cancers comme des tumeurs qui se développent au niveau des organes génitaux. Dans ces cancers, rien que par la biologie, on peut diagnostiquer le cancer et commencer le traitement, puis on le confirmera lorsque la chirurgie interviendra. Donc on comprend donc que plusieurs disciplines interviennent, convergent leurs efforts dans la prise en charge du cancer de l'enfant. Vous avez déjà commencé par aborder la prise en charge, alors dites-nous, comment vous faites vraiment le traitement? Alors la prise en charge du cancer de l'enfant est pluridisciplinaire. Ce traitement va impliquer l'oncopédiatre, le chirurgien pédiatre, le radiologue, l'ophtalmologiste lorsqu'il s'agit des cancers qui touchent l'œil. D'autres chirurgiens peuvent également être impliqués avec le chirurgien pédiatre. Il peut s'agir d'un chirurgien vasculaire, il peut s'agir d'un chirurgien thoracique, l'anatomopathologiste, le médecin otorhinolaryngologiste, le neurochirurgien, l'anesthésiste réanimateur, le néphrologue aussi, le psychologue, le néphrologue pas fréquemment, puisque l'oncopédiatre va jouer le rôle qu'il faut sur le plan médical. Et donc, mais il peut arriver des cas où on peut avoir besoin d'aller faire une dialyse, par exemple pour un enfant, et là le néphrologue va totalement faire partie de l'équipe. Et donc la prise en charge est pluridisciplinaire. Il faut comprendre qu'à Lomé, ça fait maintenant plus de 5 ans que nous faisons des réunions de concertation pluridisciplinaires. Une fois par mois, ces différents spécialistes vont s'asseoir, en particulier pour les cancers qui posent le plus de problèmes. Ces cas seront exposés et les différents spécialistes vont
dire ce qu'ils pensent pour que cet enfant soit mieux traité. Et cette réunion de concertation pluridisciplinaire nous aide énormément. C'est ainsi que nous faisons cette prise en charge sur le plan organisationnel. Et ça se passe ainsi pour chaque enfant que vous recevez? Alors, presque tous les enfants, nous essayons de faire passer tous les enfants en réunion de concertation pluridisciplinaire parce que lorsque vous avez deux spécialistes qui réfléchissent ensemble en médecine, c'est toujours bénéfique pour le patient. Les parents qui ont témoigné, qui nous ont accordé leur interview, ont félicité votre travail et qui prouvent que vous faites du bon travail là-bas. Félicitations. Merci beaucoup, madame. C'est un travail qui maintenant, c'est pas un travail de l'équipe seule, c'est un travail de l'équipe de l'unité, de l'équipe du service, des différents médecins qui nous aident parce que ce n'est pas simple d'aller s'asseoir des heures pour discuter d'enfants dans un autre service. Également, ceux qui sont ailleurs et qui nous envoient ces enfants, tous ces différents médecins qui réfèrent les enfants à temps participent à la prise en charge, ainsi que les bonnes volontés. Nous allons certainement y revenir jusqu'au président de la République. Vous avez vu comment est-ce que nous sommes désormais aidés, et donc ces félicitations vont à tout. À tout ce grand personnel. Absolument. En tout cas, alors dites-nous, professeur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la prise en charge de ces malades? Alors, vous en rencontrez quand même? Oui, nous avons fait du chemin, mais nous avons encore beaucoup de difficultés. Nous allons commencer par le problème du retard diagnostique. Le diagnostic doit être précoce. Quand vous regardez les images, vous verrez que cet enfant qui est arrivé précocement, nous l'avons traité, il est à au stade dans le Burkitt, on va dire stade 1 et 2. On le traite en peu de temps. Au bout de 3 mois, lorsqu'il est arrivé tôt, on peut finir le traitement, mais lorsqu'il arrive tard, il va faire 1 an, on aura beaucoup plus de complications. Certains, dès qu'ils arrivent, vu le stade avancé de leur maladie, on sait qu'on ne va pas y arriver. Mais on ne baisse pas les bras. Dans quelques rares cas, on va avoir gain de cause. Alors que dès qu'ils arrivent précocement, on arrive rapidement à les soigner. Donc, premier problème, c'est le retard diagnostique. Ce retard du diagnostic est lié au fait que les patients consultent tardivement. Le papa l'a dit tout à l'heure, ils vont masser, ensuite ils vont aller chez le guérisseur, ensuite ils vont prendre des médicaments, et quand ils vont aller au dispensaire et que l'infirmier va dire allez, courez tout de suite vers Lomé, ils vont dire non, je vais aller chercher des moyens. Les paramédicaux ou ceux qui les reçoivent premièrement, est-ce que parfois la faute n'est pas à eux? Est-ce que tous vos collègues maîtrisent les symptômes d'un cancer de l'enfant surtout? Les fautes sont partagées. D'accord. Il faut dire qu'on a été malheureux de perdre un enfant qui allait à l'hôpital en disant voici, je vois quelque chose de blanc dans l'œil de mon enfant, et on lui a dit plusieurs fois non, retourne à la maison, ça passera. Et ce patient est allé plusieurs fois, mais on lui dit retourne, et après il est venu avec quelque chose qu'on ne peut plus guérir. Ouais. Et donc, nous avons besoin vraiment de mettre en œuvre un véritable programme de diagnostic précoce. Et dans ce programme, il faut former le personnel et il faut sensibiliser la population. Là, vous êtes en train de faire votre part. En tant que journaliste, il faut des émissions comme ça pour que les gens puissent comprendre, que la population puisse comprendre que tel signe que je vois chez mon enfant, c'est pas banal, je dois aller consulter. Et nous, de notre côté, déjà, dans les programmes de formation, beaucoup de choses changent dans les facultés, dans les écoles, mais également, nous devons faire de la formation post-universitaire pour ceux qui sont sur le terrain, et nous sommes en train, avec nos différents collègues et maîtres, de mettre en place un programme de ce genre pour pouvoir sensibiliser, pour que la faute ne provienne pas du personnel médical.